Bonjour. Donc voilà, moi je suis Léa Leriguet, je suis assistante oncologique au FIC et je voulais donc du coup parler de l'alimentation plaisir en oncologie, mais surtout du projet qu'on a monté, enfin avec le Covid c'est compliqué, mais en tout cas qui va se mettre en route prochainement. Donc, je vous fais un petit rappel rapide d'épidémio sur les cancers. Enfin, ça, on le sait, en 2018, il y a de plus en plus, en 2018, il y a 382 000 nouveaux cas de cancer en France. Il y a 157 400 décès en France. Mais depuis des années maintenant, il y a une augmentation de la survie grâce à des diagnostics qui sont plus précoces et des traitements qui sont quand même beaucoup plus efficaces. Mais c'est pas parce que maintenant on est dans une course enfin, on fait une course pour les thérapies pour que tout devienne de plus scientifique. Il faut vraiment qu'on n'oublie pas de prendre en charge, faire une prise en charge globale du patient. Quand on soigne un patient, on n'est pas là, on ne soigne pas juste un sein, on soigne une dame, généralement, avec ses croyances, comme on en parlait ce matin, son histoire. Et pour réaliser une prise en charge globale, il faut surtout tenir compte des proches et des aidants, en fait. Ce sont surtout les plus... Enfin, ils ont été oubliés pendant des années, mais ils sont quand même très importants dans l'entourage de nos malades. Du coup, qu'est-ce qu'un aidant ou un proche? C'est un individu qui a dans son entourage soit une personne qui est en cours de traitement pour un premier cancer ou une récidive, soit une personne en rémission d'un cancer, soit une personne qui est décédée d'un cancer. On en compte à peu près 5 millions en France, selon le dernier rapport de l'Observatoire sociétal des cancers. On sait aussi que quand on a un cancer, on va avoir une augmentation des dépenses énergétiques et des désordres métaboliques. Ça va toucher les lipides, les glucides et les protéines. Du coup, nos patients vont être cachexes. On sait aussi que la dénutrition, elle va jouer sur la qualité de vie, sur la tolérance et l'efficacité de nos traitements et sur la mortalité. Donc du coup, pour tous les patients qui sont en cours de traitement, la prise en charge de la dénutrition, plus elle est précoce, mieux c'est. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait de tous les patients qui arrivent en soins palliatifs ou alors qui sont en énième ligne de chimiothérapie pour lequel, bon, on n'a plus vraiment d'espoir. Dans une étude, on rapportait qu'il y avait 85% des patients qui arrivaient en soins palliatifs et qui étaient dénutris. Et le principal problème dans les services d'oncologie, donc je vais plus parler d'une autre parce que dans les soins palliatifs c'est quand même différent, il y a beaucoup plus, enfin c'est pas du tout la même chose, mais en tout cas dans les services d'oncologie où il y a quand même beaucoup de patients qui sont en soins palliatifs, le plaisir du patient au niveau gustatif, il est souvent relégué au deuxième plan parce que déjà il y a les problèmes familiaux, il y a les contraintes de service et les principes de précaution. On a fait une petite étude dans notre service auprès de tout notre personnel. Donc, il y avait 12 aides-soignantes, 12 infirmières et 6 médecins. Et on a fait un questionnaire en trois items, un peu d'épidémiologie, un sur le rôle du repas, enfin, le repas en oncologie, en tout cas dans le service, et l'alimentation plaisir. Donc, sans surprise, tout le repas, l'alimentation s'est centré sur l'organisation du service et non du patient. Donc, ça veut surtout dire que les horaires sont pas adaptés. Donc voilà. On sait aussi que ce sont nos aides-soignantes qui sont au cœur de la prise en charge du repas. Déjà, quand le patient arrive, elle les interroge normalement sur un peu les habitudes alimentaires, sur les allergies, surtout au moment du repas. Elle devrait avoir le temps de pouvoir bien les installer, d'avoir du temps, de les inciter à manger. Enfin, et ça, en tout cas, c'est un petit peu compliqué parce que souvent elles sont dérangées par les infirmières pour faire leurs soins, par les médecins qui sont en train de finir la visite. Et donc voilà. Et surtout, il y a le fameux chariot. Elles ont vraiment une énorme contrainte de temps. Donc du coup, elles ont pas vraiment le temps de stimuler les patients. On s'est aussi aperçu, alors ça c'est peut-être spécifique à notre service, que les médecins ne se sentaient pas vraiment concernés par l'alimentation, enfin l'alimentation plaisir en fait. Donc il y a quand même 80% des infirmières et des aides-soignantes qui se sont retrouvées face à une demande qu'elles ne pouvaient pas demander. Par exemple, je pense soit pour nos patients qui sont en occlusion, elles n'ont pas pu, enfin les patients demandaient à manger, elles ne pouvaient pas lui donner. Certains patients à soif, et elles avaient peur pour les fausses routes. Elles se sont senties, dans 90%, elles ont eu un sentiment de culpabilité et ça n'a pas été discuté au sein de l'équipe. Ça a été discuté entre elles avec la CAD pour essayer de trouver des solutions. Ça a été peu abordé avec toute l'équipe médicale. Et
Et la dernière chose, c'est que, en fait, tout le monde est d'accord pour dire qu'on ne demande pas au patient, par exemple, son plat préféré, ce qu'il aime, euh, parce que, alors, je sais pas comment ça se passe dans les cliniques, mais en tout cas, à l'hôpital, on sait que les préférences individuelles, c'est pas la priorité. Donc, en tout cas, elles sont pas, on leur demande pas du tout, on tient compte juste des allergies et des contraintes religieuses. Enfin, et personne ne discute avec le cuisinier parce que les repas ne sont pas préparés sur place. Le coût moyen d'un repas à la PHP, c'est 1,85 €. Donc, je sais pas vous, mais pour 1,85 €, je pense pas qu'on puisse faire quelque chose de bon, en fait. Donc, du coup, après, on a demandé à toute l'équipe ce qu'ils voulaient, des propositions pour essayer d'améliorer tout ça. Donc, elles en ont mis plusieurs. Il y avait soit du libre service, soit d'avoir une salle commune, des caves à vin, des petites bouchées, d'essayer d'améliorer notre présentation. Enfin, il y a eu plein d'idées. Là, je vous ai remis la définition de l'alimentation plaisir. Donc, en fait, c'est surtout une alimentation qui est orale, qui est adaptée aux capacités physiques du patient. Et là, on tient plus du tout compte des objectifs nutritionnels, en fait. Ce qu'on veut, c'est un état de bien-être. Et cette alimentation à la demande devrait être proposée en tenant compte des goûts, des habitudes et de la culture de la personne. Et bien laisser une place conséquente aux proches du malade afin de favoriser la convivialité. C'est aussi là le principal problème avec les familles. Elles, ce qu'elles veulent, c'est que les patients mangent, parce que si on mange pas, on meurt. Et du coup, ça, c'est une croyance qui est vraiment ancrée. Et c'est assez difficile d'aller contre. Enfin, on a beau expliquer, bien leur expliquer que ce n'est pas la peine de donner à manger au patient, ça va le faire vomir, il risque de s'étouffer. Mais des fois, ils le font quand même. Et après, c'est un peu dommage pour le patient et pour nous, en fait, de pas avoir assez de temps aussi pour passer du temps avec eux pour leur expliquer. Et la dernière chose, enfin, l'alimentation peut parfois se résumer à une prise alimentaire infime tant qu'elle apporte au patient le plaisir et d'être entouré de ses proches. Donc, c'est vraiment l'alimentation plaisir, voilà, le plaisir. Donc, du coup, par rapport à tous ces constats, par rapport à la petite enquête qu'on avait fait dans notre service, on a décidé de monter des ateliers cuisine au chic. Le but, c'était de retrouver des saveurs et des textures appréciées du patient et surtout qui peut avaler. Et par exemple, on avait, enfin pas on, c'est surtout le chef qui travaille avec nous. Par exemple, des petites bouchées qui peuvent fondre. Enfin, pour tous les patients qui sont dysphagiques, avoir des toutes petites quantités qu'ils puissent quand même avaler. Et surtout, on voulait faire participer les proches pour que ça se passe dans l'hôpital et qu'après ils amènent à leurs proches ce qu'ils ont préparé et essayer de retrouver une espèce d'harmonie. Aussi, ça nous aurait, parce que le but, voilà, c'est vraiment de faire des ateliers cuisine plaisir, mais c'est aussi faire un petit peu d'éducation thérapeutique. Donc, essayer de leur rappeler que si, par exemple, ne pas les forcer à manger, essayer des petites bouchées, essayer le froid, essayer le chaud, et leur donner quelques conseils nutritionnels, parce que même si on a dit que on ne tenait pas du tout compte des apports caloriques, les patients et les familles, ils ont tellement envie d'apporter quelque chose qu'ils ont l'impression vraiment de participer, en fait. Donc, pour les patients sélectionnés, on pensait les patients ou les proches de patients qui sont en soins palliatifs, les patients aussi avec les tumeurs ORL métastatiques qui entraînent des dysphagies, et aussi les patientes, c'est un peu plus compliqué quand même, les patientes qui sont en occlusion et qui doivent être à jeun. Notre chef, on l'avait choisi, c'était Didier Varnier. Il avait travaillé dans des étoilés, il a monté son propre restaurant, il a beaucoup voyagé, donc il connaît un petit peu les habitudes par pays sur les épices, et il a travaillé dans beaucoup d'associations caritatives. Donc, normalement, là, j'aurais dû vous présenter s'il n'y avait pas eu le Covid. Je pense qu'on en serait peut-être à l'atelier numéro 1 ou 2. Je voulais vous montrer des photos de comment ça s'était passé, des vidéos. Du coup, ce sera purement de la théorie parce qu'on n'a pas pu, enfin, le premier atelier devait se monter la semaine prochaine et on est en plan blanc, donc il n'y aura pas d'atelier. Donc voilà, ça va être que de la théorie. Donc en fait, on pensait 6 à 8 participants et on n'a pas eu l'autorisation par l'hôpital de faire du chaud. Donc ça serait que des préparations culinaires qui seraient végétales et froides. Ça serait des ateliers de démonstration et de dégustation. Les participants ne cuisinent pas. Mais voilà. Et ça serait dynamique parce que le chef peut à chaque fois discuter et échanger avec eux. Comme ça nous permettrait pour les ateliers suivants de repartir de ce qu'on a eu du premier atelier.
Là, c'est ce qu'on avait besoin pour le premier atelier, tout le matériel. Donc, tout le matériel, couteau d'office, tout ça, ça, c'était notre chef qui vous comptait amener le matériel. Par contre, on avait beaucoup réfléchi après sur les appareils. On s'est quand même arrêté sur une centrifugeuse et un blender, ainsi qu'une bouilloire électrique. Le problème, c'est que, je travaille à Créteil et la population, c'est pas forcément une population favorisée, qui aura forcément beaucoup d'appareils technologiques à la maison. On a essayé de faire le minimum possible et après, de toute façon, à partir de ce qu'il prépare, il va donner des solutions pour essayer de les refaire sans forcément utiliser par exemple, la centrifugeuse. Je pense que pas beaucoup de personnes, en tout cas à Créteil, en ont une. Après, pour la décoration, les verres, les bols, les cuillères, tout ça, ça doit être, on voulait rester sur du recyclable, ou en tout cas, pas jetable. Et pour tous les légumes, ça serait bien sûr du bio et du local. Donc, il comptait utiliser la centrifugeuse pour faire des boissons riches en nutriments. Comme ça, c'est débarrassé, on n'a plus de fibres et donc du coup, c'est beaucoup plus facilement assimilable. Donc, il comptait accueillir les patients avec des cocktails de fruits, de légumes, et à partir de ça, se servir de support pour après essayer de préparer des préparations assez faciles avec 1 ou 2 ingrédients que les patients sélectionneraient en fonction de ce qu'ils aiment. Et essayer il veut jouer aussi sur des goûts et des épices avec les jus frais pour tous les patients qui ont des dysgésies, pour essayer de retrouver vraiment les saveurs, des petites sensations dans la bouche. Et après, pareil, voilà, réexpliquer, les jus frais, on peut les conserver, donc on peut boire tout au long de la journée pour pouvoir rappeler que, il faut fragmenter, manger quand on a envie tout le long. Le blender, c'est pour faire des préparations plus épaisses, comme des soupes froides, plus onctueuses, et surtout aussi beaucoup plus nourrissantes, parce que on utiliserait des légumes, mais aussi on va aussi utiliser des compléments alimentaires. Il veut aussi utiliser des liquides chauds, par exemple du bouillon de légumes, du lait végétal, et après qui peuvent être mangés tièdes. Donc là, il m'a dit, on évite la cuisson, mais on préserve les nutriments. Voilà ce qu'il voulait faire, soit des jus de carottes, des gingembre, des jus de pommes vertes, des crèmes de champignons, des purées d'amandes. Essayer faire des émulsions. En fait, il veut aussi jouer sur les textures pour qu'après ça devienne vraiment facile à avaler. Et à la fin, avec tous ces petits, essayer de préparer un plat froid sans cuisson. On voulait entourer cet atelier à faire des fiches, leur donner aux patients des fiches de recettes qu'on a fait et faire des petits films. Filmer pour mettre sur un site pour qu'après les patients, les proches puissent retrouver et essayer de refaire à la maison. Le coût d'un atelier, c'est c'est à peu près 718 €. Et le but, c'était de faire 10 ateliers sur 1 an dans le service d'hospitalisation. Le plus dur, ça a été quand même de trouver un financement parce que l'hôpital ne finance pas. Donc du coup, on a quand même demandé au laboratoire pharmaceutique qui avait des molécules qui sont impliquées chez nos patients cancéreux. On a demandé à BMS parce qu'ils font beaucoup d'immunothérapie pour les ORL, Mundi Pharma parce qu'ils sont très impliqués dans les soins de support, Nutricias qui vont nous donner des aliments. Enfin voilà, on a essayé. On a demandé aussi à certains prestataires de services comme AirLife et on va travailler en partenariat avec la cuisine du Chic qui va nous prêter quand même la majeure partie aussi du matériel pour éviter Et on avait trouvé intéressant dans ces ateliers de faire surtout participer les proches en fait, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on les a beaucoup oubliés et ils sont quand même très importants dans la prise en charge de nos patients. Après, on voudrait faire aussi des enquêtes de qualité de vie pour voir si ça a servi quelque chose, et voir comment on peut les améliorer. Et à la fin, on voudrait faire un site web, toujours pour se rapprocher un peu dans l'éducation thérapeutique. On pourrait mettre nos fiches, nos vidéos, faire un espèce de site de soins de support pour le Chic. Voilà. Le chef avait beaucoup de projets, il voulait quand même, après, si ça marchait, on pourrait, parce que l'hôpital, mais essayer d'en faire aussi un peu à côté, dans des restaurants, il a un ami restaurateur qui pourrait prêter sa cuisine pour essayer vraiment, cette fois-ci, ça s'adresserait pas uniquement à des patients, qui sont en soins palliatifs, mais plus aussi aux patients qui sont en adjuvant pour donner un côté plus nutritionnel. Donc, on aurait 2 types d'ateliers. Ceux où la nutrition rentre en compte, on va travailler beaucoup avec nos diètes et le cuisinier pour faire quelque chose de plus curatif et le côté plus plaisir avec nos ateliers que je viens de vous présenter. Et au début, on voulait faire les 2, sauf que ça coûtait un peu trop cher. Donc, du coup, on a préféré juste se concentrer sur le côté plaisir avec les proches. On
on aimait bien le côté proche. D'accord. Merci. J'ai entendu parler d'éducation thérapeutique. Est-ce que c'est dans un programme d'éducation thérapeutique ou c'est à la marge? Non, c'est à côté. Et après, le but, c'est après de pouvoir fusionner, parce qu'on a nos infirmières qui font déjà aussi un travail sur l'éducation thérapeutique en hôpital de jour. Et en fait, à la fin, on aimerait quand même que tout soit fusionné pour que ça soit... super idée. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Et ben là, parce que donc le chef il se fait payer, il y a quand même il m'a fait des simulations de devis pour la location et l'alimentation pour le matériel et l'alimentation. C'est pas vraiment une question, mais c'est vrai que la perte du goût et le problème de l'alimentation pendant les chimiothérapies est vraiment important. Question des odeurs aussi. Donc franchement, c'est une très belle initiative. Bravo. J'espère que vous ferez des petits et même des grands, parce que et inclure les proches aussi. Ben voilà. Aujourd'hui, on parle beaucoup de jeunes, on parle souvent le patient est un peu perdu par rapport à son alimentation aussi. C'est une façon aussi c'est d'éducation aussi. C'est ça, c'est pour ça, reparler d'éducation, parce que tous les patients nous parlent, soit des jeunes, soit des régimes sans sucre, soit des régimes, enfin, il y a énormément de choses qui veulent essayer, enfin, ce que je peux comprendre, hein, mais c'est juste que pour le moment, on n'a pas vraiment de données scientifiques sur tout ça, ça nous permettrait aussi de recadrer un petit peu et de donner, en tout cas, de dire ce qu'on sait pour le moment. Dans la main. Initiative à côté. Là, c'était pour ce projet-là, comme c'était uniquement, il n'y a pas besoin de conseil nutritionnel, on n'a pas besoin. Mais par contre, pour la deuxième partie, enfin, le deuxième type d'atelier, on va vraiment travailler avec nos diététiciennes. Elles le savent, elles étaient motivées aussi pour le projet, parce que là, on a quand même besoin de plus d'apports, enfin, pour pas se tromper dans les protéines, les lipides, enfin, essayer Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que, juste pour savoir, dans certains établissements, il existe déjà ce type d'atelier? En cherchant un peu, j'ai vu qu'il y en avait eu un dans le même, enfin pas tout à fait le même genre, mais en tout cas avec un chef à Lyon. Et j'avais pas réussi à rentrer en contact pour voir ce qui avait été fait, mais en fait ils avaient fait des petits ateliers cette fois-ci, mais par contre donc ils avaient pu cuisiner, faire des plats, enfin voilà. Un peu comme un cours de cuisine, mais. D'accord. Avec du champagne aussi, oui. Oui, c'est pour ça que j'expliquais qu'il y avait une différence surtout avec les services de soins palliatifs et d'oncologie, parce que
Après, j'ai fait qu'un ou deux stages en soins palliatifs et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de temps qui était donné pour les aides-soignantes, pour les infirmières. Là, après, je pense que c'est à peu près partout pareil, mais en tout cas, dans notre service, il y a 18 lits, il y a 2 aides-soignantes, elles courent à droite, à gauche. Et c'est vrai que quand elles sont là à donner vite fait à manger aux patients et, bon, on a un problème, je pense, de temps, un facteur temps et un facteur finance aussi pour, plus de personnel qui pourrait améliorer vraiment et je pense qu'en soins palliatifs c'est quand même vraiment différent parce qu'il y a beaucoup plus de temps et de personnes autour pour un patient.